Hello hello. Juste avant de lancer cet épisode, j'ai une petite annonce pour celles et ceux qui ont un chiot en ce moment. Si tu es dans les premières semaines avec ton chiot et que tu veux poser des bases sereines, que ce soit sur la socialisation, la solitude, le rappel, la gestion des émotions ou simplement le quotidien avec ton chiot, eh bien sache que j'ouvre en ce moment les inscriptions de mon programme Petit Aventurier. C'est un accompagnement sur 8 semaines en petits groupes avec des séances individuelles, des visios collectives et un suivi au quotidien pour ne pas rester seul avec tes questions. La prochaine cohorte démarre mardi prochain et il reste encore quelques places. Donc si tu veux en savoir plus, je te mets toutes les infos dans le lien en description de l'épisode. Et si tu as des questions ou si tu hésites, tu peux aussi simplement m'écrire sur Instagram. Et maintenant, place à l'épisode. Et salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode dans un format que vous connaissez mais que je n'ai pas fait depuis un petit moment, qui est le format solo dans la niche, que j'avais envie de reprendre cette année parce que j'ai bien envie de partager pas mal de réflexions que j'ai eues ces derniers temps, ces dernières années, au sujet du chien de manière générale, mais surtout au sujet de l'éducation du chiot, parce que c'est un petit peu vers là que j'ai envie de recentrer mon activité, j'accompagne beaucoup de chiots au quotidien dans mon métier, dans mon activité, donc j'ai aussi beaucoup de réflexions sur ce sujet que j'ai envie de vous transmettre pour pouvoir vous donner des pistes d'inspiration, de discussion à avoir chez vous, ou bien même des conseils concrets, des choses, des choses un peu concrètes que vous pouvez essayer de mettre en place avec votre chien ou avec votre chiot. Je commence cette série d'épisodes par un sujet, une réflexion qui m'est venue à la lecture d'un livre que j'ai lu récemment, parce que peut-être si vous avez suivi sur Instagram, je me suis remise à la lecture en 2025 et à Noël, j'ai eu la chance d'avoir une Kindle, ce qui m'a du coup complètement réactivée dans l'envie de lire des livres sur le chien qu'on trouve pas forcément en format papier ou pas forcément très facilement, surtout les livres en anglais. Donc j'y suis. Ça fait très longtemps que j'avais envie de reprendre la section recommandations de lecture dans ce podcast, / réflexion que ça m'amène. Donc voici ce nouvel épisode. J'avais envie de commencer par ça aussi parce que les prochains qui suivront seront un petit peu des rétrospectives de l'éducation que j'ai eue avec mes chiots. Donc avec Charlie il y a 7 ans et avec Siobhan il y a 3 ans. C'est quelque chose que j'ai jamais fait non plus sur le podcast. Bref, voilà, j'ai quelques épisodes en avance, j'ai quelques idées à vous partager. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à rester ici pour écouter cet épisode et à rester connecté peut-être en vous abonnant à la newsletter si jamais vous voulez recevoir le prochain pour ne pas le louper. Donc long story short, j'en reviens du coup à l'introduction de cet épisode dans lequel j'avais envie de vous parler du fait de suivre un plan ou pas pour éduquer son chien et de manière plus générale à se poser la question de y a-t-il un capitaine dans ce bateau que constitue l'éducation, en tout cas la vie de notre chien, parce que je trouve que c'est des questions assez intéressante à se poser, quelle est notre place là-dedans, à quel point notre chien va-t-il dépendre de nous, etc., etc. Bref, plein de choses à vous raconter sur ce sujet-là. Ce qui m'a donné envie d'appuyer sur play et d'enregistrer cet épisode ce matin, c'est donc du coup, je vous le disais, la lecture d'un livre que je suis en train de lire en ce moment, que j'ai pas tout à fait terminé, mais je pense que l'essentiel de la réflexion a déjà été amené dans le début de ce livre. Il s'agit de Meet Your Dog de Kim Brophy, qui est un livre du coup en anglais et qui, à mon sens, je trouve, s'adresse beaucoup à des gens qui seraient en procédure d'adoption ou en tout cas en réflexion pour adopter prochainement un chien. Du coup, moi, il m'a éveillé énormément de questions. Comme vous le savez, peut-être que c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mon activité. J'accompagne énormément de gens sur ce sujet, donc c'est-à-dire leur donner des conseils concrets pour réussir l'adoption de leur chien, qu'ils puissent faire une adoption éthique, c'est-à-dire qui correspondent vraiment à leur vie et pas fonctionner juste au coup de cœur, à l'idée, etc., qu'on s'en fait depuis des années et des années, d'avoir une réflexion peut-être plus concrète, réfléchie, qu'on vient étirer, qu'on vient challenger en fait de plein de manières différentes pour pouvoir mener ce projet à bien et le faire dans les meilleures façons. Donc je suis très contente déjà de voir qu'il y a des ouvrages hyper bien faits, hyper complet, qui s'appuie sur des vraies données aussi, avec des approches vraiment très très bien construites, qui parlent de ce sujet de la préadoption, parce que quand on démarre un process pour adopter un chien, notamment quand c'est la première fois, on sait pas trop comment s'y prendre, on passe par plein de choses, Internet est rempli d'informations, c'est difficile de démêler le vrai du faux déjà, c'est difficile de savoir ce qui nous convient, c'est difficile de se projeter aussi vraiment, et je trouve que ce livre est fait très très bien, parce que il vient vraiment apporter une vision concrète en fait de ce que c'est que la vie avec un chien. Il donne des exemples hyper concrets. C'est vraiment ma manière aussi d'aborder les choses. Donc je me suis vraiment reconnue là-dedans. Et puis
L'autrice a développé une sorte de classification des races de chiens en fonction des groupes. Alors non pas des groupes de races tels qu'on le trouve de manière traditionnelle, on va dire, dans chaque pays. En tout cas, par exemple, pour la France, les groupes de races sont organisés par la centrale canine et sont organisés d'une manière qui n'est pas illogique, mais où parfois on pourrait questionner pourquoi tel chien se trouve dans tel groupe et pas dans tel autre. Là où l'autrice, du coup, a mis en place une classification des races en fonction de leur job, en fonction du travail de chaque race, de l'utilité de chaque race. Et ça, je trouve que c'est hyper, hyper, hyper important. Ma réflexion, elle est partie d'une réflexion qui n'est pas du tout de moi, que j'emprunte complètement à Kim Brofet, qu'elle a développé extrêmement bien dans son ouvrage. L'image en fait que Kim Brofet donne dans ce livre, je la trouve extrêmement parlante. En gros, pour la faire courte, imaginons, moi c'est cette réflexion-là que ça m'a inspirée. Imaginons que vous êtes enfant de coiffeur. Toute votre arbre généalogique était coiffeur. Vous avez découvert ça évidemment quand vous étiez tout petit, enfin tout bébé. C'est un univers que vous connaissez par cœur, dans lequel vous avez grandi, dans lequel vous êtes un peu prédisposé à. Donc toute votre vie, toute votre enfance, en tout cas toute votre programmation est tournée vers la coiffure plus tard. Sauf que au moment d'exercer ce travail-là, un jour, quelqu'un arrive et nous dit non, en fait, tu vas pas travailler en tant que coiffeuse. Tu vas venir avec moi. Je vais t'aimer. Tu vas monter sur ce bateau et tu verras ce qui se passe. Voilà. Et on t'en dit pas plus. Ce parallèle-là, je trouve assez pertinent parce qu'en fait, c'est un peu ce qui se passe, nous, avec nos chiens. L'idée, c'est qu'ils sont prédéterminés pour un métier donné en fonction de leur race, de leur sélection génétique, etc., de leur lignée. Et nous, en fait, on vient juste les adopter en leur disant « je vais t'aimer ». Et pour nous, il n'y a que ça qui compte, en fait. Alors que pour notre chien, il y a quand même derrière cette programmation génétique qui s'exprime plus ou moins, évidemment, quand on adopte un chiot, mais qui, quand même, est là, fait partie de lui, fait partie de ce qu'il est, fait partie de ce qui l'anime, ou en tout cas de ce qui l'animera. Et nous, on vient un peu couper court à ça. Et à ce moment-là, en fait, l'idée du capitaine sur le bateau, pourquoi est-ce que je prends cette image? C'est que du coup, notre chien, ou en tout cas notre petite future pas coiffeuse, est montée sur ce bateau. Le bateau, part un peu à la dérive. Alors effectivement, il y a des gens très sympas sur ce bateau, mais néanmoins, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas où ça mène. Et je trouve que le parallèle avec l'adoption d'un chiot, ou l'adoption d'un chien, en tout cas, qu'on va un peu extraire de son milieu pour le placer en tant que chien de famille, il transparaît finalement assez bien. C'est-à-dire qu'on va adopter un chien qui va devenir un chien de famille, mais pour lequel on va lui demander en fait de renier un petit peu tout ce pourquoi il a été programmé. Je fais absolument pas cet épisode pour vous culpabiliser d'avoir des chiens de famille qui n'ont pas de travail, entre guillemets, c'est un peu l'image rapide. Simplement, je trouve qu'il est important en fait de tenir compte de cet abandon, entre guillemets, qu'on demande à nos chiens. En tout cas, on va pas leur demander en fait d'exprimer ce pourquoi ils sont faits à la base et ce qui fait partie de leur ADN. Néanmoins, c'est de notre responsabilité quand même de le savoir, d'en tenir compte et peut-être d'intégrer des substituts ou d'intégrer d'autres formes d'épanouissement pour répondre à ce besoin d'utilité que la plupart du temps on ne connaît pas en fait. De pouvoir simplement en être conscient, en tenir compte et pallier à ça, lui donner de vraies missions, lui donner une vraie direction. Et pour ça, pour moi, à mon sens, c'est illusoire de croire que on va adopter un chien et ensuite on décidera de quelle vie on peut pouvoir lui offrir, quelle activité on va pouvoir lui proposer, etc., etc. Pour moi, tout ça, cette réflexion, elle est importante d'avoir en amont parce que, je prends l'exemple tout bête, mais qu'on voit malheureusement beaucoup trop, typiquement, en ce moment, le berger australien est très à la mode. C'est un chien qu'on voit extrêmement souvent. En tout cas, moi, dans mon métier, j'ai des bergers australiens absolument tout le temps dans ma clientèle. C'est des chiens super, mais c'est aussi des chiens qui ont été faits pour travailler. Chez qui, même si c'est pas forcément dans les lignées très récentes, mais chez qui on retrouve beaucoup d'impulsivité, beaucoup de réactivité, puisque c'est des choses qu'on a sélectionnées chez eux. On a voulu qu'ils soient impulsifs, réactifs, pour pouvoir être bons dans leur travail. Donc, adopter un berger australien aujourd'hui en se disant ça va être un chien de famille, mais on va pas lui proposer quoi que ce soit en correspondance avec ce pourquoi il a été sélectionné, ça me pose une question. Ça me pose une petite question de est-ce qu'on va vraiment respecter les besoins de ce chien ou pas ? Encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne lui fait pas faire de sport canin ou parce qu'on ne lui met pas des activités
tout à fait adéquate et qui correspond à ça, il sera malheureux. Pas du tout. Chaque chien est différent et chaque chien va se contenter de la vie qu'il a de manière différente. Néanmoins, c'est quand même à nous de savoir ce que ça implique en fait véritablement, et pas juste de savoir que c'était un chien de berger avant. Ok, ça implique des patrons moteurs, ça implique des motivations qui vont être importantes pour lui, ça implique des choses dont on va pouvoir se servir dans son éducation. Évidemment, moi c'est vraiment tout mon axe dans l'éducation du chiot, d'arriver à comprendre qu'est-ce qui motive vraiment ce chien-là pour s'en servir à fond dans son éducation, et du coup faire un truc qui soit pas juste une récompense, mais qui soit une vraie source de motivation pour lui. Ça, c'est vraiment là-dessus que toute la donne change. Donc c'est vraiment repenser à cette image de la coiffeuse qui ne sera plus coiffeuse, mais de la faire monter sur ce bateau. Peut-être on aurait pu lui dire ce qu'elle allait faire plus tard, on aurait pu lui trouver un subterfuge, on aurait pu trouver autre chose pour la mettre en confiance beaucoup plus vite en fait, que juste en lui disant « je vais t'aimer, fais-moi confiance ». Pour moi, c'est vraiment tout ça l'enjeu d'une adoption d'un chien, d'un chiot notamment. Donc, l'idée, c'était un peu par cet épisode, de revenir sur l'importance en fait d'être le capitaine de ce navire pour notre chien, de pouvoir lui donner un cap clair, de pouvoir lui faire des propositions, de suggestions qui sont claires, lisibles pour lui. Comment est-ce qu'on s'adapte en fait à ces aléas-là, à comment notre chien va vivre tout ça, pour pouvoir lui offrir la meilleure vie possible dans notre cadre de vie qu'on peut lui offrir. Et donc, pour pouvoir être ce capitaine de bateau, je pense que c'est important de pouvoir se construire un plan clair et d'acquérir la capacité à s'adapter, à faire évoluer notre plan en fonction de ce qu'on vit. Je m'explique. Du coup, il y a des choses qu'on peut préparer en amont de l'adoption de notre chien, et c'est trop bien de le faire à ce moment-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper et qu'on sera obligé de faire une fois le moment venu. Donc pour moi, le premier point déjà à connaître, c'est qui est notre chien. Donc évidemment, quelle est sa race, d'où est-ce qu'il vient, quelle est sa génétique, quelle est sa lignée, qui sont les ancêtres proches de ce chien. Chaque chien va avoir sa spécificité et on va avoir sélectionné un trait, un tempérament, un comportement précis qu'il est capable de faire avec finesse. Et en fait, ça, c'est ce qu'on a sélectionné. On a sélectionné tout simplement les individus qui étaient le meilleur dans ce domaine jusqu'à arriver à notre chien aujourd'hui. Dans la manière dont il va réfléchir, dans la manière dont fonctionne son cerveau, voilà, tout son ADN façonne un chien pour une tâche définie. Ça, c'est hyper important d'en tenir compte, parce qu'aujourd'hui, quand on adopte un chien, on n'adopte pas un chien pour son utilité. Généralement, on adopte un chien parce qu'on veut un chien de famille, on veut un chien qui va nous accompagner peut-être dans nos aventures, etc. On va peut-être prendre un chien sportif si on est sportif. Mais tout autant que vous êtes à écouter ce podcast, je pense, vous n'avez pas forcément besoin d'un chien qui sait gérer un troupeau. Vous n'avez pas forcément besoin d'un chien qui sait traquer un animal à vue ou à l'odeur sur des kilomètres et des kilomètres. Vous n'avez pas besoin non plus d'un chien qui sache tuer des petits rongeurs, par exemple, dans les terriers, etc., etc. Pour autant, nos chiens sont faits pour ça. Pour autant, nos chiens, ils peuvent avoir cette utilité-là, et ils ont généralement une utilité très précise qui est inscrite dans leur ADN. Et c'est important de le noter puisque ça fait intrinsèquement partie du coup de leurs besoins. C'est quelque chose qui vient activer déjà le circuit de la récompense de leur cerveau, donc c'est quelque chose qui est plaisant pour eux. Donc c'est quelque chose que même de toute manière, même si nous on veut pas qu'il le fasse, il aura envie de le faire. Il est fait pour ça. Voilà. Donc tout ça pour revenir sur le fait que nos chiens sont faits pour un travail précis. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que les chiens tels qu'on les utilise, entre gros guillemets évidemment aujourd'hui, vous aurez compris, donc c'est-à-dire en tant que chiens de famille, on les a fait rentrer dans nos foyers, on les a fait rentrer au sein de nos familles, ça devient des membres à part entière de la famille. Ils dorment avec nous, ils sont à notre contact, on décide absolument tout pour eux, on leur offre un cadre très sécurisé, etc., etc. Sauf que ça, c'est extrêmement nouveau, en fait, dans l'évolution du chien. Au même titre que nous, en tant qu'humanité et en tant qu'espèce, on a énormément évolué, et en tant que société, on a énormément évolué au cours de ce dernier siècle, la vie de nos chiens, elle a évolué encore plus vite. On sera quasiment à peu près tous d'accord pour se dire qu'il y a 50 ans, il était hors de question d'avoir des chiens qui allaient dormir sur le lit. En fait, les chiens, s'ils étaient là, proximité de nous, en tout cas de l'humain, c'était pour une utilité bien donnée. C'était généralement pour le travail à la ferme ou le travail à la chasse, pour, encore une fois, des travaux bien précis. Mais il y avait une idée d'utilité à ce chien-là, et pas tant à juste viens dans ma maison et viens on s'aime. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc ce qui fait que nos chiens ont besoin de s'adapter à ça. Et cette adaptation qu'on demande à nos chiens aujourd'hui,
elle s'est pas faite sur des dizaines de générations progressivement pour en arriver jusque-là. Non, il est très probable, il est même d'ailleurs très souvent courant, que les ancêtres au-dessus, donc les parents de notre chien, en fait, étaient encore au travail, avaient déjà encore cette utilité de chien de travail. C'est le cas de mon chien Charlie, mais c'est le cas de plein de border collies, par exemple, qui sont adoptés aujourd'hui. C'est le cas de plein de races, en fait. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas pour tous les chiens qu'on a aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Et à mon sens, c'est aussi important, en tout cas de la mesure du possible, évidemment, c'est pas toujours possible, mais c'est important aussi, idéalement, de connaître un minimum d'informations sur les parents de votre chien, de votre chiot. Moi, c'est une question que je pose extrêmement souvent pour les cas de chiens qui ont été adoptés en élevage, qui ont été achetés en élevage, parce que, à mon sens, et ça fait partie, je vous fais pas un épisode sur la préadoption là aujourd'hui, mais à mon sens, c'est important d'avoir un maximum d'informations sur les parents, de savoir est-ce qu'ils vivent en famille, est-ce qu'ils ils ont eu une vie en chenil, une vie d'élevage en chenil, est-ce qu'ils ont eu une vie au travail, etc., etc. Quel a été le niveau de stimulation de ces chiens, qu'est-ce qu'on leur a demandé. Ça donne quand même beaucoup d'informations sur le bagage avec lequel va partir notre chien à la suite. Ça ne veut pas dire que tout est déterminé par ça, évidemment, mais ça veut dire que ça nous permet quand même de mieux comprendre sa génétique et donc une partie de ses besoins. Donc voilà, l'idée, c'est pas... Il n'y a aucun message de culpabilisation quand je dis ça, évidemment, mais l'idée, c'est toujours de venir se référer à ça, en fait, avoir ça en tête et de manière vraiment poussée, en fait, pas juste de se dire j'ai pris un berger australien, c'est un chien de troupeau, du coup ça en fait un chien sportif et c'est ça qui m'intéresse. Bah oui, ok, il y a ça qui t'intéresse, mais il y a aussi le côté chien de troupeau qui existe, qui est là, qu'on fera pas partir, et pour lequel ça va demander un gros effort pour notre chien d'abandonner ce pourquoi il est fait pour pouvoir s'adapter à ce qu'on lui demande. Donc, encore une fois, j'ai parlé extrêmement longtemps pour dire quelque chose d'assez rapide, mais vous aurez compris un petit peu l'idée. Le deuxième point, à mon sens, à travailler pour pouvoir un petit peu consolider son plan de route avec notre chien, c'est de savoir où est-ce qu'on veut l'amener. Donc, c'est-à-dire être au clair sur son environnement de vie, sur nos objectifs, nos rêves canins. Moi, je suis très attachée à cette notion-là de rêve, d'aventure à vivre avec notre chien. Probablement que si vous êtes là, vous avez partagé comme moi ce rêve d'avoir un chien, en fait, comme moi et comme plein de mes invités, et j'imagine comme plein de vous, chers auditeurs ou auditrices. Vous avez peut-être rêvé pendant des années d'avoir un chien, sans pouvoir en avoir quand vous étiez enfant, ou pouvoir en avoir un chez vous quand vous étiez enfant. Donc c'est quelque chose que vous avez maturé pendant des années, réfléchi pendant des mois, concrétisé pendant des semaines, avec cette idée de se dire que on veut un chien qui puisse nous accompagner partout, qui ne soit pas qui soit pas juste un chien de jardin comme peut-être ce qu'on a pu connaître un peu quand on était enfant là pour la génération 90. Je pense que c'était encore c'était encore très présent. L'utilité du chien, on l'a vu, a énormément évolué. On est un peu passé du tout au tout, du chien de ferme au chien qui va rester un peu enfermé dans son jardin, pas forcément se balader, etc., etc. Et du coup, on arrive là à notre génération d'aujourd'hui où on est un peu plus au fait de offrir une vie adaptée, un cadre de vie adapté à notre chien, mais qu'on va aussi pouvoir lui rendre à César ce que est à César et lui offrir la plus belle vie possible qui soit enrichissante, etc., etc. Donc, on a des objectifs en tête, on a évidemment des images en tête idéales de trucs qu'on a envie de faire avec nos chiens. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir dans son plan de route, de le garder à l'esprit. Ça ne veut pas forcément dire que tous les chiens seront faits pour vous suivre dans toutes ces aventures, mais ça veut dire quand même qu'on peut travailler dès le départ sur la construction de son éducation aussi autour de ces objectifs-là. La vie d'un chien, c'est extrêmement court. On n'a pas le temps d'attendre. Donc, si notre chien est capable, vraiment des aventures avec son chien, il n'y a pas besoin d'aller faire le tour de la planète avec lui pour se dire d'avoir vécu des aventures avec lui. Il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut s'autoriser à faire. Et voilà, moi, c'est vraiment comme ça que je conceptualise, en tout cas, la vie avec un chien et la vie avec un chiot, notamment. C'est vraiment dans cette optique-là que j'accompagne mes clients, les inviter à toujours connecter avec leurs objectifs, ce qu'ils ont en tête et évidemment leur environnement de vie actuel. Et puis, le troisième élément, pour pouvoir avoir un plan qui tient la route et qui va être sécurisant pour notre chien, c'est d'être capable d'adapter ce plan. Parce que c'est pas tout de se dire « Ok, je suis un monstre, j'ai mis mon chien dans ce bateau qui est en dérive au milieu de l'océan. » Pas du tout. Si vous avez déjà un cap, c'est déjà cool. Néanmoins, votre chien, lui, il n'est pas vraiment conscient du cap que vous allez lui donner. Il n'est pas vraiment conscient de
qu'en fait tout se passe bien, etc. Et ça, il va falloir lui montrer, il va falloir lui dire, il va falloir l'aider, l'accompagner, être dans cette posture-là, en fait, pour pouvoir le sécuriser. Et à mon sens, c'est la première étape de ce plan-là, c'est d'arriver à être dans une démarche assez sécurisante pour notre chien, avant de pouvoir l'amener dans sa nouvelle destination. Bref, tout ça pour vous dire que, à mon sens, ce qui est hyper important de réfléchir quand on commence une nouvelle vie avec un chien, qu'on fait entrer un nouveau chien dans notre vie, c'est de se poser toutes ces questions-là. C'est de se poser les questions de qui est-il, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il a abandonné, qu'est-ce qu'il va abandonner pour pouvoir vivre avec nous. C'est important de le faire et pas, c'est pas une idée de se flageller, de se dire qu'on est des mauvaises personnes de faire ça, etc., etc. Je pense pas, parce qu'on a d'autres choses à leur offrir. Simplement, il y a une transition, il y a une adaptation à faire, à suivre, un plan à suivre pour pouvoir l'aider à traverser ça en douceur, afin d'éviter que cette adoption, en fait, génère trop de stress pour lui. Et évidemment, je vous spoil un petit peu, si votre chiot est stressé, vous le serez aussi, parce que ça sera galère, ça sera dur, et c'est pas ce que je vous souhaite. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu pour ce premier épisode. J'espère qu'il ne sera pas trop brouillon. J'ai complètement improvisé ça. J'ai absolument rien scripté. C'est marrant parce que ce podcast a fêté ses 5 ans il y a quelques temps. Et je me souviens que les premiers retours que j'avais eu sur les épisodes, c'était c'est trop scripté, franchement, on t'entend pas parler, etc., etc. Tu ne fais que lire, etc. J'ai dit bon, on a bien évolué. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur ce sujet. Je pense que voilà, on a énormément de choses à creuser. J'ai plein de ponts, plein de réflexions à faire, mais cette année, je me remets à ces épisodes-là aussi pour ça, parce que j'ai la possibilité, je crois, l'espace mental pour le faire. Jusqu'à présent, j'avais un bon syndrome de l'imposteur, je pense, qui m'empêchait de vous en parler sereinement. Mais en tout cas, je fais en sorte d'y travailler et je pense que ça peut servir beaucoup plus que ça ne doit me restreindre. En tout cas, voilà ce que je peux vous partager aujourd'hui sur ce sujet. Si jamais cet épisode vous a plu et que vous connaissez quelqu'un qui s'apprête à adopter un chien ou un chiot prochainement, n'hésitez pas à lui partager cet épisode. Ça pourra probablement l'aider à préparer cette aventure dans les meilleures conditions. Si c'est votre cas aussi, et que vous êtes en train de réfléchir à adopter un chien, j'ai créé un workbook gratuit qui s'appelle « Est-ce le bon moment pour moi d'adopter un chien ?» Vous pouvez le retrouver sur mon site internet ou en tapant laniche-aventure.fr/mission-adoption. C'est un guide de réflexion pour vous aider à faire le point avant de vous lancer. Je vous remets le lien de toute façon en description de l'épisode. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.